Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cet auditorium de Citéco pour une conférence sur le thème de l'histoire et des grandes figures du management, une conférence qui fait écho en fait à la nouvelle exposition qui démarre aujourd'hui et que je vous invite à aller voir, qui s'intitule, vous l'avez vu, Allez hop au travail, une exposition inédite donc sur l'histoire et les enjeux du management. Elle a été conçue en partenariat avec le musée du management de Dauphine et dont notre invité est aujourd'hui commissaire. Bonjour Albert David. Bonjour. Donc vous êtes Bonjour. le commissaire de cette exposition et vous êtes aussi professeur de management à l'université Paris-Dauphine PSL et puis fondateur et directeur du Cercle de l'innovation. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui aux origines du management, à ses évolutions. Comment est-ce que cette discipline a finalement façonné, sans vraiment qu'on s'en aperçoive, mais au final on dit tous les jours, on emploie tous les jours ce mot de management, comment elle a façonné notre monde professionnel, quelles sont les grandes théories, comment elles se sont appliquées dans les usines d'abord et puis dans les entreprises ensuite, quel est le modèle dominant aujourd'hui et puis quelles sont peut-être ses dérives de ce modèle. Est-ce que manager, c'est rationaliser? Est-ce que c'est organiser? Est-ce que c'est contrôler? Voilà, c'est un peu tous ces thèmes que nous allons décliner ensemble sur à peu près 1 heure, 45 minutes de conversation entre Albert et moi. Enfin, ce sera surtout Albert qui parlera. Et ensuite, on vous laissera un temps pour des échanges, des questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, notez-les, mettez-les dans un petit coin de votre tête. Et puis après, on passera un micro sur le dernier quart d'heure et vous aurez tout le loisir de les poser. Voilà pour le programme de cet après-midi. Albert David, je vous propose, s'il vous plaît, de commencer cette conférence avec eh bien, une définition. Ça paraît tout bête, mais c'est important. J'aime bien commencer comme ça pour qu'on sache tous de quoi on parle et qu'on ait tous le même référentiel. Donc, si on peut donner une définition, peut-être des définitions du mot management. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci Edwige pour cette occasion d'échanger. Si vous ouvrez un dictionnaire à management, vous allez lire en gros que c'est l'ensemble des moyens et des méthodes de direction des entreprises. C'est pas mal, mais c'est un peu juste. Et c'est embêtant parce que d'abord, c'est pas spécifique à l'entreprise. Il faut élargir toutes sortes d'institutions, associations, institutions publiques, administrations, etc. Peut-être même la famille. Si vous êtes famille recomposée pour gérer les vacances avec des enfants de chaque côté et des enfants du nouveau couple, ça s'appelle du management, si on veut. Et l'autre chose qui est gênante, c'est que ça n'explique pas d'où vient le mot et ça a l'air d'être un mot anglais qu'on a emprunté. Le truc, c'est que ça vient du français en réalité. Il y a 3 racines complémentaires dans le mot management. Il y a ménagement. Donc manager, ça vient de ménager. Et vous sentez bien qu'en français, quand on dit de quelqu'un, il faut que je le ménage, c'est plutôt plus bienveillant que si vous dites il faut que je le manage. Et puis ménager, ça veut dire utiliser ses ressources avec parcimonie pour atteindre un objectif. Ça veut dire ménager des passages, des directions pour ses collaborateurs. Donc ça veut dire un tas de choses bien en réalité. La deuxième origine est un peu moins fun, si j'ose dire, parce qu'en italien, maneggiare, c'est faire tourner des chevaux dans un manège pour les dresser. Donc le management, c'est aussi de l'éducation, pour le dire sobrement, voire du dressage, au sens où, évidemment, il y a une forme de socialisation. Si on s'organise de certaine façon, si on planifie les choses, si on mesure, si on évalue, tout ça, c'est une discipline en quelque sorte. Et puis le troisième sens complémentaire, c'est le mana de management, c'est la main qui dirige, la main qui donne à faire, la main visible du manager. Et donc, vous voyez que manager, si on va par là, c'est à la fois ménager, dresser et donner à faire. Pas mal. Comme richesse sémantique. C'est ça, voilà, parce qu'en fait, d'emblée, vous nous ouvrez tout un champ des possibles, d'exploration, d'interrogation, et on sort effectivement de la connotation qui peut nous marquer de premier abord, manager avec ses connotations parfois négatives, qui nous rappellent certaines formes de violence, etc. Donc là, on a vu qu'il y avait largement autre chose à explorer et de sortir de ce jargon professionnel. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on s'intéresse bien aux origines, qu'on remonte un peu dans l'histoire. Et ma question est toute simple là aussi, c'est finalement, vous nous l'avez dit, manager, c'est pas spécifique à l'entreprise, mais finalement, depuis quand est-ce qu'on manage les hommes?
D'une certaine façon, depuis qu'il y a quelque chose qui s'appelle un groupe en train d'agir, ou plus largement une société, on va dire, même chez les hommes préhistoriques, j'imagine que quand il fallait organiser la chasse en tendant des pièges ou en rabattant les proies, en utilisant les caractéristiques de l'endroit pour ruser et piéger, quelque part, il y avait de la coordination, il y avait de l'invention, il y avait de la planification. Et donc, on peut dire que le management, dans ce sens très très général, ça arrive dès qu'on est plusieurs à faire quelque chose. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans l'histoire sont apparues à certains moments des formes, je dirais, qui n'étaient plus artisanales d'organisation des choses. C'est-à-dire que tant que vous avez un petit groupe qui installe des pièges pour chasser ou des artisans qui fabriquent des objets, c'est un certain régime d'action collective. Mais si vous commencez à avoir 5000 esclaves qui construisent une pyramide, là, vous changez d'échelle. C'est ce que certains auteurs comme Lewis Mumford appellent des méga-machines. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense à avoir des systèmes qui organisent, mais de façon contraignante, presque hégémonique, on va dire, hein, où on emploie des gens éventuellement contre leur gré pour constituer les maillons d'une machine qui, dans l'ensemble, est capable du coup de construire quelque chose qui est hors de portée de quelques personnes sur un mode Isolé, artisanal. mmh. Alors après, il s'est passé énormément de choses, évidemment. On ne peut pas balayer d'un trait le Moyen-Âge, la Renaissance, les Lumières, etc. Mais en gros, cette affaire de management, et le mot management arrive plutôt fin 19e siècle, notamment aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne, des pays qui connaissent la révolution industrielle assez tôt. Alors en France, ça vient très vite aussi, hein, mais j'expliquerai peut-être pourquoi après. Et en gros, pour vous donner un des points de départ historiques, on est à la fin du 19e siècle, on est chez Dupont de Nemours aux États-Unis. Dupont de Nemours, c'est une entreprise fondée en 1802 par un Franco-américain, Irénée Dupont de Nemours. C'est très français hein, comme nom, même si on peut le prononcer à l'américaine si on veut. Et ses descendants, à la fin du 19e, se retrouvent à la tête d'une entreprise assez florissante qui s'est développée dans la chimie, en particulier dans les explosifs. On a inventé la dynamite pas longtemps avant. Et Dupont de Nemours rachète beaucoup d'entreprises, petites et moyennes, pour grossir. On appelle ça croissance externe aujourd'hui. Et du coup, se retrouve à la tête d'un paquet de petites boîtes et de moyennes boîtes, plus ou moins gérées de la même façon. Donc, c'est un peu le bazar en réalité. Et donc, il décide que ça, c'est pas possible. Et il monte une mission qui va dans chacune des entreprises du groupe pour regarder s'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon des best practices, des meilleures pratiques. C'est déjà ce mot-là qui est utilisé. Et on décide, une fois qu'on les a repérés, d'en faire des standards. Et donc, le management contemporain, il vient de cette combinaison d'une approche systématique, c'est-à-dire on regarde la situation et puis on essaie de l'analyser de façon systématique. Et ensuite, le systématique de l'époque, c'est qu'on trouve des standards de gestion et puis on les généralise. Exemple, la fameuse formule de calcul du taux de retour sur investissement. C'est Donaldson Brown, le chef trésorier de Dupont de Nemours en 1914, qui dit bon sang, j'ai quand même besoin d'un outil pour pouvoir comparer la rentabilité des investissements, un peu quel que soit le contexte. Et donc, il invente cette formule-là et qui s'applique depuis, avec des évolutions, mais quand même, à tout calcul classique d'investissement. Ça ne marche pas pour des projets d'innovation, mais ça marche pour des projets, on va dire, classiques. Ça, c'est 1914 et ça illustre bien cette idée de recherche systématique de mesures, comparabilité, efficacité, etc. Et puis là-dessus arrive Taylor, et puis là-dessus arrive Fayol en France, et puis encore Weber, le sociologue allemand, sur lui le côté organisation bureaucratique. Donc ça commence là, le XXe siècle managérial, dans son côté systématique, optimisation, rationalisation, ça commence là. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Là, on est vraiment dans le côté rationalisation de l'organisation du travail. Vous avez commencé à parler de Dupont de Nemours et vous avez cité d'autres théoriciens célèbres comme Taylor, Fayol et Weber. On le voit d'ailleurs dans l'exposition, vous parlez des grandes expériences qui ont un peu amené ces grands courants de pensée tout au long du XXe siècle et qui ont façonné ces différents modèles de management. Est-ce que on peut peut-être reprendre certains et notamment Taylor et Fayol qui mettent en avant différentes alors on connaît tous Taylor avec la standardisation, mais peut-être les développer un petit peu. Très bien. Si je fais un petit point sur Fayol, puisque c'est un chef d'entreprise français, ingénieur des mines de Saint
à la tête d'une entreprise dans le secteur de la sidérurgie, très importante, une des plus grosses à l'époque, hein, même au niveau international. Fayol a été reconnu très tôt aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, comme un des fondateurs du management, à partir du moment où il a été traduit. Lui, en fait, c'est pas tellement qu'il a mené des expériences en soi au sens d'un protocole. Je raconterai des choses sur Taylor et peut-être sur Kurt Lewin après, mais c'est son expérience de dirigeant qu'il a mise dans son ouvrage de 1916 en disant bah, finalement ce qu'il appelait lui administration industrielle et générale. Les Américains ont traduit par management. Bah, ça consiste à, disait-il, prévoir, organiser, coordonner, contrôler, commander. POC avec 3 C. Voilà. Les Américains, après, ont dit non, c'est un peu long, là, on va faire plutôt planifier, organiser, intégrer, mesurer. Mais d'une certaine façon, ça inaugure une façon de considérer que le management, c'est un assemblage d'activités complémentaires de ce genre. Et Fayol a aussi une expérience, lui, scientifique. Il a déposé un certain nombre de brevets, etc. Bref. Donc, il a beaucoup d'expérience, à défaut qu'on puisse dire qu'il ait monté des expériences qui seraient restées célèbres en soi. Taylor, c'est plus facile de ce point de vue-là. Taylor, c'est un ingénieur, mais il a passé son diplôme en cours du soir et il a préféré commencer comme ouvrier contremaître et monter dans la hiérarchie, dans la sidérurgie. Et puis, il s'est rendu compte, lui, qu'il y a des trucs qui n'allaient pas et qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Il a remarqué ce qu'il appelait la flânerie naturelle, comprenez la paresse, ce qu'il appelle la propension qu'a chacun à ne pas en faire plus que ce qu'on demande. Et puis, plus intéressant, ce qu'il a appelé la flânerie systématique. En France, plus tard, on a appelé ça le freinage. C'est le comportement du personnel ou des ouvriers qui consiste à laisser la direction dans l'ignorance relative du niveau de productivité qu'on peut réellement atteindre, histoire d'avoir de la marge dans les négociations de salaire. Autrement dit, ça veut dire que si vous arrivez jeune ouvrier là-dedans et puis que vous bossez autant que vous pouvez, au rythme maxi, on vient vous faire comprendre à la première pause que vous travaillez un peu vite et qu'il faut regarder comment font les autres. Et Taylor dit, c'est dommage ça, parce qu'en fin de compte, tout le monde y perd. Et donc, il se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une approche un peu rationnelle, un peu scientifique, un peu systématique, qui analyse le travail, qui le décompose, le recompose, l'optimise, de sorte que tout le monde y gagne. Et une des expériences célèbres, c'est le fameux exemple de la manutention des gueuses de fonte. Des gueuses de fonte, c'est des pièces de fonte d'à peu près 45 kilos qui traînent dans l'usine parce que le cours de la fonte est au plus bas et que ce n'est pas intéressant de les vendre. Et quand elle leur arrive, un jour, les cours ont remonté et du coup, l'entreprise dit bah, il faut charger toutes ces gueuses de fonte dans des wagonnets pour les emmener et les vendre. Et du coup, ils regardent comment font les ouvriers qui manutentionnent ces pièces de fonte et ils constatent que, en gros, en moyenne, ils manutentionnent 12 tonnes par jour. Mais ils remarquent aussi qu'ils courent, ils sont essoufflés, ils se blessent. Des fois, ils ne peuvent pas bosser pendant 2 heures le temps de récupérer. Des fois, ils sont absents le lendemain. Je dis, bon, ça ne va pas. Il regarde attentivement, il fait des calculs. Le genre de calcul, vous savez, quand vous rentrez de vacances avec 2 grosses valises et que vous êtes en métro, et le temps entre le métro et chez vous, quand c'est très lourd, vous avez le choix entre je marche super vite pour limiter l'effort cardiaque en espérant que mes épaules vont tenir, ou alors j'y vais avec des pauses, etc. Et en fin de compte, ça se discute de savoir quelle est la meilleure tactique, parce que si vous allez le plus vite possible, ça se trouve, vous allez caler en route. Bah là, c'est pareil. Il fait des calculs, même en chevaux vapeur, on voit les équations, c'est assez amusant. Et pour le faire court, il expérimente une façon de travailler plus systématique où il dit aux gens, là, tu cours pas, tu montes tranquillement, tu redescends, tu te reposes un peu. Voilà, il étale le truc un peu différemment. Et à la fin de la journée, ils ont manutentionné 48 tonnes au lieu de 12. Juste un petit point supplémentaire, parce que c'est important. Taylor, n'oublie pas d'augmenter le salaire de 60%. D'accord. Les suivants, ils ont gardé la rationalisation, ils ont peut-être un peu oublié l'augmentation de salaire. C'était là où on comprenait mieux que tout le monde y gagnait, parce que quand vous le dites de prime abord, on se dit tout le monde y gagne, sauf ceux qui manutentionnent. Mais donc là, quand on vous écoute, ceux qui manutentionnent effectivement ces gueuses de fonte, ils gagnent aussi parce qu'ils se blessent moins ou parce qu'ils peuvent s'économiser. C'est ça. Donc c'est là que c'est intéressant. Mais il y a quand même quelque chose qui me vient. Dans votre exemple, je le reprends de mes 2 valises entre le métro et chez moi. Selon mon âge, selon ma corpulence, selon ma force, peut-être qu'une des 2 solutions va m'aller, mais pour mon voisin, ça va pas lui aller. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui me manque quelque part et que j'ai envie d'introduire maintenant. Ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu, mais c'est cette forme de rationalisation, d'optimisation, de standardisation de l'organisation, de découpage du travail. Finalement, elle est uniforme et elle est la même pour toutes, alors qu'on n'a pas ce côté humain d'adaptation à chacun. C'est vrai, quand on lit Taylor et qu'on regarde un peu ce qu'il a fait,
on trouve quand même cette idée qu'à la fois, il faut optimiser, comme vous le rappelez là, et qu'il y ait la bonne personne à la bonne place. Et donc, si vous dites the right man, je ne ferai pas essayer de le dire en anglais, the right man in the right place, d'accord, la bonne personne au bon endroit. Fayol disait ça aussi, mais ça supposait pour Taylor l'idée de sélectionner très sérieusement chaque personne et d'entraîner les gens. Donc, c'était inclus dans son approche le fait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi à n'importe qui. D'un autre côté, ils ont aussi développé beaucoup de façons de travailler qui pouvaient convenir à des mutilés de guerre, par exemple. Dans les films qu'on a de l'époque, on voit des expériences avec des gens qui n'ont qu'un bras et on conçoit le poste de travail qui combine une commande au bras et une commande au pied, par exemple, pour compenser l'absence d'un bras, ce genre de choses. Donc, de certaine façon, c'est très rationnel, très implacable, et d'un autre côté, il y a une forme d'adaptation. Il faut ajouter un personnage supplémentaire quand même, qui est Lillian Gilbreth, c'est une des pionnières oubliées qu'on expose à l'EOP au travail. Alors, oubliée entre guillemets, parce qu'en réalité, elle est très connue. Il y a eu une période où on reviendra peut-être sur la place des femmes dans l'invention du management, mais elle bossait avec Taylor et son mari Frank et d'autres, et Gant et tous ces gens-là. Et elle, contrairement aux autres, elle avait un doctorat en psychologie. Et donc, elle s'intéressait beaucoup aux aspects psychologiques, aux aspects bien-être, aux aspects fatigue. Et cette démarche-là, elle s'appliquait aussi bien à l'idée de conserver au taylorisme une dimension suffisamment humaine qu'à des recherches pour faire que la fatigue soit minimisée. Par exemple, avec Franck, son mari, ils avaient fait un petit musée de la fatigue où vous voyez des chaises, notamment, qui étaient conçues pour limiter la fatigue, adaptées à la hauteur, etc. Enfin, il y avait toute une préoccupation. L'optimisation, elle allait jusque-là. Donc, c'était quand même pris en compte. En revanche, les successeurs de Taylor ont eu tendance à appliquer assez brutalement la décomposition en temps et mouvement et la rationalisation du travail et à oublier ces choses-là. Sinon, on n'aurait pas eu des expressions comme le travail en miettes, l'aliénation, etc. On peut faire une critique, évidemment, du taylorisme, mais chez Taylor, il y avait de bonne foi l'idée que si une science disait comment on devait bosser, ça mettait fin au conflit entre patrons et ouvriers. On voit à la fois la portée et éventuellement un peu de naïveté aussi. Ces démarches-là ont été expérimentées dans énormément d'endroits, mais interdites dans certains aussi. Dans la Navy, par exemple, c'était interdit d'appliquer l'organisation scientifique du travail. On a décidé qu'on n'en voulait pas. Pour quelles raisons ? Pour des raisons on ne va pas se laisser découper en morceaux, si j'ose dire. Et donc, il y a eu une espèce de refus, de réaction, d'allergie presque. Donc, si je vous comprends bien, en fait, dans cette théorisation des différents modèles de management, dont notamment celui Taylor que vous venez d'évoquer, c'est comme si on avait, au cours du XXe siècle, et peut-être encore aujourd'hui au XXIe siècle, pris certaines choses et puis oublié une grande partie du modèle pour ne garder finalement que l'aspect très rationnel et recherche de la performance à tout prix. Oui, mais c'est un peu dialectique. C'est-à-dire, on pourrait considérer que Taylor, c'est formidable, mais probablement, ça va un peu trop loin. Et si ce n'est pas appliqué non plus avec les réserves qui conviennent sur le côté humain, ça va trop loin. On peut parler un instant de Kurt Lewin, ça c'est les années 30, ouais. Mais juste avant de parler de ses expériences à lui, lui disait, mais finalement, Taylor c'est bien, mais il a oublié juste un truc, c'est la participation du personnel. Il disait, Taylor c'est très bien, mais je cite, ça a un coût en valeur de vie. Un coût en valeur de vie, elle est forte l'expression. Ça veut dire, ok, c'est rationnel, c'est efficace, mais on s'ennuie, on n'apprend rien, grosso modo. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de relancer une boucle un peu plus sympa côté participation du personnel? Mais ça arrive plus tard. Donc, en fait, on s'aperçoit aussi que Taylor, une des conséquences de Taylor, c'est la séparation entre conception et exécution. L'artisan, vous commandez une table, une montre, un artisan, il vous conçoit la montre, la table, et il fait tout lui-même, en quelque sorte, ou avec quelques-uns de ses ouvriers. Avec Taylor, il y a des gens qui sont payés pour concevoir et d'autres qui sont payés pour exécuter. C'est l'invention du bureau des méthodes, en réalité. Ça s'appelait bureau de préparation du travail. Donc Taylor dit, en gros, les ouvriers ne sont pas assez compétents pour définir par eux-mêmes la science du travail et donc rationaliser par eux-mêmes ce qu'ils font. Il faut confier ça à des spécialistes. Et donc, séparation, conception, exécution, invention du bureau des méthodes. Bon, très bien.
Sauf que c'est pas parce que vous séparez conception et exécution qu'il faut forcément séparer les concepteurs des exécutants. Vous pouvez très bien faire tout vous-même en ayant une phase de conception, puis une phase d'exécution. Et ça, c'est intéressant parce que ça s'appelle des points de fixation en théorie sur la créativité. Ça veut dire qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Et Lévin et d'autres plus tard se rendent compte que voilà, on peut revenir à une forme de réunification, conception-exécution. Évidemment, si vous maîtrisez vous-même plus d'étapes des choses, c'est plus intéressant en première analyse. Alors, vous avez dit, on s'ennuie, on n'apprend rien, et donc pousser ce modèle de participation et faire en sorte qu'effectivement, celui qui conçoit est aussi celui qui exécute. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on est arrivé à un modèle qui serait hybride, un modèle dominant, j'entends, qui a donc tiré des conclusions et voilà, des conclusions de tous ces différents courants de pensée pour en tirer aujourd'hui un modèle qui soit le modèle idéal? Ce serait bien. Il y a du boulot. Il y a pas mal de gens à former ou à reformer. Je vais juste rentrer par 2 points complémentaires. Vous verrez à l'exposition, à un moment donné, on explique que manager, c'est un mot important, mais gérer, c'est un mot important aussi. Et en gestion, il y a eu tout un travail mené notamment par mes collègues de l'École des Mines, qui s'est réintéressé à un texte de l'empereur Auguste, qui est affiché dans une rue à Rome, qui s'appelle « Les hauts faits de l'empereur Auguste ». Sauf qu'on a traduit les hauts faits, mais en latin, c'est « res gestae divi Augusti ». Res gestae, les choses de gestion. Et donc, on s'est dit, wow, peut-être que ça parle de gestion, ce texte-là, et pas seulement des exploits de l'empereur. Oui, d'accord, il y a un côté exploit. Au passage, vous vous rappelez vos cours d'histoire du collège, la chanson de geste, ça dit quelque chose à ma génération, en tout cas, d'accord. Roland à Roncevaux, les troubadours qui accompagnent le chevalier en chantant ses louanges, d'accord. Donc, si une chanson de geste, c'est une chanson qui chante les exploits de quelqu'un, c'est pas mal comme approche de la gestion, si c'est un exploit. Ok. Bon. Et donc, dans ce texte, Auguste dit « La bonne gestion se dit d'une action réussie, juste et bénéfique à tous. » Réussie, juste et bénéfique à tous. On a peut-être un peu oublié juste et bénéfique à tous, là, depuis 2000 ans. Et peut-être que si on avait éduqué, formé dans nos universités, dans nos écoles, les managers et les manageuses avec ce genre d'approche, peut-être qu'il y aurait des choses un peu pas bien qui n'auraient pas été faites, tout simplement parce qu'il y a un aspect moral. Il y a un aspect, on transmet des valeurs, pas seulement des techniques. Comme disait Peter Drucker, un grand consultant et enseignant américain en management, le management, c'est une technologie, mais c'est aussi une humanité. Bon, donc, si vous n'avez pas les deux côtés, et on pourrait dire, comme un certain nombre de travaux le montrent, que le management, c'est une combinaison de rationalité et de responsabilité. Il faut être rationnel, mais attention, il y a une responsabilité. Sinon, évidemment, vous avez un problème. Et cette notion de responsabilité, elle vient très tôt, elle vient à la fin du 19e siècle, c'est ça? Alors, elle revient à ce moment-là, mais dans le texte d'Auguste, on définit gérer comme gouverner, assumer une charge. Assumer une charge. Vous allez retrouver ça dans le français courant quand vous dites t'as géré sur ce coup-là. D'accord. Ou t'inquiète, je gère. Ce genre d'expression. Je gère, ça veut dire je prends en charge, je m'en occupe. Voyez. Donc ça veut dire que dans gestion, il y a du savoir-faire, je vais savoir me débrouiller avec la situation, mais j'en prends la responsabilité. Responsabilité, c'est-à-dire que je suis capable de répondre d'eux. Donc de justifier avant, pendant, après, pourquoi on fait ça, pour qui, de rendre compte à différentes parties prenantes, etc. Donc, pour revenir à la question d'aujourd'hui, tout se télescope plus ou moins joyeusement parce qu'on a accumulé des décennies d'expérience. Il y a quand même des points marquants. Un tout petit mot sur Kurt Lewin, parce que par rapport au participatif, c'est important. Lui, il a mené des expériences. Je vous en cite une rapidement. Il avait un doctorant qui travaillait sur le leadership chez les scouts. Et ils ont monté des expériences où on a comparé l'effet sur les scouts du style de leadership des chefs scouts. Et ils ont testé 3 styles: autoritaire, laisser-faire et participatif démocratique. Donc autoritaire, vous voyez bien ce que ça veut dire. Le chef arrive, je veux voir qu'une seule tête, aujourd'hui on fait ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Laisser faire, c'est bon les gars, je suis là, mais faites ce que vous voulez.
Et puis, participatif démocratique, c'est bon, on va commencer par discuter. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, j'ai 2, 3 trucs à vous proposer. Hop. Et puis, une fois qu'on est d'accord, on le fait. Bah, je vous le donne en mille. C'est dans le 3e groupe, donc démocratique, participatif, que les activités proposées étaient les plus ambitieuses, les plus intéressantes, les plus souvent accomplies. Donc, l'objectif était plus souvent réalisé. Et c'est aussi dans ces groupes-là qu'on avait une bonne ambiance et un sentiment de collectif. Petite expérience dans l'expérience, on demandait de temps en temps au chef scout de s'en aller 10 minutes, puis on regardait ce que faisaient les gamins. D'accord? Eh ben, dans le groupe autoritaire, quand le chef n'était pas là, hein, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, ils ne faisaient rien en attendant que le chef revienne. Dans le laisser-faire, ça ne changeait pas grand-chose, puis de toute façon, ils faisaient ce qu'ils voulaient, donc ils continuaient à faire ce qu'ils voulaient. Et puis, dans le 3e groupe, bah, comme ils avaient défini quelque chose ensemble qui les intéressait, sauf exception, parce qu'on peut penser que ça va être intéressant, et puis finalement, on en a marre, mais quand même, bah, même quand le chef n'était pas là, ça continuait tout seul. D'accord? Bon, donc aujourd'hui, quand on parle d'autogestion, d'entreprise libérée, de ce genre de choses, les racines de ça ont été déjà démontrées dans les années 30. Ce serait peut-être bien que ce soit enseigné un peu systématiquement, ça aussi, parce qu'en fin de compte, le management, c'est une question de discernement. On ne peut pas dire que le participatif, ça marche toujours et tout le temps. Des fois, il faut être un peu ferme. Okay, des fois, il y a des gens, si vous leur demandez leur avis, vous n'avez pas fini. Il vaut mieux imposer, puis après, bon, si c'est passé. Et des fois, ils sont contents après. D'accord? Donc, de certaine façon, en management, on n'a jamais de recettes toutes prêtes qui peuvent marcher. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête différents résultats de différentes expériences. Donc, on peut mettre en perspective. Il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que la première moitié du XXe siècle voit l'émergence d'un nouveau personnage dans la société, qui est le manager professionnel. Avant, on n'était pas payé pour être manager, d'accord? On faisait du management, mais c'est au cours de la première partie du XXe, et l'apogée, c'est les années 50, qu'on a su dire, voilà, le management est un métier, c'est une activité professionnelle en soi, et un manager, voilà comment ça doit se former. Ça doit apprendre à planifier, à organiser, à intégrer, à mesurer, et voilà, à faire un tas de choses comme ça. Mais avant, on ne pensait pas qu'on pouvait être payé à plein temps pour faire ça, si vous voulez. Voilà, alors on va peut-être y revenir à ça aussi, parce que ça va peut-être changer. Mais on vit encore là-dessus. Et depuis les années 50, finalement, bah, on a poussé le modèle vers toujours plus d'optimisation, toujours plus de recherche d'efficacité, etc. Jusqu'à quel point les enjeux contemporains, peut-être, qui vont nous pousser à un peu de prudence sur cette démarche un peu effrénée de recherche systématique d'optimisation. Et alors, comment on explique justement ce côté effréné? Parce que vous l'avez dit en citant notamment Kurt Lewin, c'était il y a presque 100 ans. Finalement, on avait tout pour réfléchir. Les expériences ont été faites, on a tout pensé jusque dans les années 50. Est-ce que c'est un problème d'enseignement, comme vous avez semblé le dire à un moment? Est-ce que c'est une recherche de l'optimisation et du gain et de la performance à outrance qui arrive jusqu'à aujourd'hui, en fait? Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on oublie la moitié du côté, enfin, vous disiez technologie humain, qu'on ait oublié le côté complètement humain? 2 éléments au moins. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas trop envie de prendre en compte parce que c'est compliqué. Mmh. De certaine façon, le participatif, peut-être pour un certain nombre de managers, c'est plus difficile que de dire les ordres, c'est ça, et puis voilà. Donc il y a une question d'éducation, de culture, de style. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, euh, heureusement ou malheureusement, il y a une compétition. Il y a un progrès technique, technologique, qui n'est plus nécessairement aujourd'hui, on s'en rend compte, synonyme de progrès tout court. On se pose un tas de questions. Mais quand même, il y a une course, il y a une compétition. Et donc, si vous êtes tout seul à ralentir, bah, le résultat, c'est que les autres, ils vont continuer. Et puis, quoi, vous allez juste fermer, vous. Et puis, c'est tout. Si je caricature, mais enfin, pas tant que ça. Et donc, dans une entreprise aujourd'hui, mais ça peut être valable aussi dans un milieu plus administratif ou associatif, il y a de la bagarre, il faut être compétitif, comme on dit. Et puis, d'un autre côté, on a tellement été habitué à penser en termes de progrès, efficacité, ça nous paraît tellement naturel, on voit tellement pas comment on pourrait faire autrement, qu'il faut Donc, on du temps. revient au premier point de la culture. Oui, Oui. c'est ça. Le mot efficacité, il apparaît fin 19e. Avant, on n'en parle pas directement ou pas comme ça. Le mot rendement, il apparaît en 1755. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine façon, on pourrait, je vais le dire autrement, un de mes amis syndicalistes dit, mais il faut 39 heures pour en faire 35. D'accord? Elle est intéressante, cette phrase.
Ça veut dire de toute façon, on peut toujours être tous à 100, à 120% de nos capacités, hein. On a des fois des managers, ouais, on est à 100%, on est à fond. Oui, oui. Si vous êtes à 100% pendant les 3 premiers jours, mais qu'après vous partez en arrêt maladie, pire, au bout d'un moment, en burn-out ou autre, c'est plus 100% du tout. Donc en fait, aujourd'hui, on dit, à la suite d'Olivier Hamon notamment et d'autres auteurs, hein, il n'est pas le seul, qu'est-ce que ça veut dire ralentir sans qu'on arrête de progresser de cette façon. C'est pas juste ralentir au sens revenir à avant, parce que le avant, c'était pas forcément bien non plus, hein. Il y a un siècle, les journées de travail et la semaine et les conditions de travail, c'était quand même plus difficile qu'aujourd'hui, en moyenne, et dans nos pays à nous, hein. Allez voir ce qui se passe dans certains pays un peu plus loin. C'est toujours une forme d'esclavagisme, etc. Donc, comment dire, à la fois, si vous allez sur Google ou autre, regarder ce qu'on dit sur le management de demain, vous allez trouver beaucoup de trucs positifs. On va vous dire le management va être bienveillant, entreprise libérée, etc. Oui, 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 super, mais en même temps, on entend tous les jours des horreurs quand même. Donc, voilà, c'est pas facile. Et si vous êtes manager et que vous voulez avoir un management bienveillant, avec le discernement qu'il faut, bien équilibré, respectueux de votre personnel, mais exigeant, etc., et qu'en même temps, de là-haut et des actionnaires viennent des impératifs de budget moins 20%, effectif moins 10, etc., qu'est-ce que vous faites, hein? Et donc, la difficulté pour le manager aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais quand même, il y a des chances que ça s'accentue, c'est d'avoir de la pression sur ses épaules, ça c'est normal, mais des pressions contradictoires. Contradictoire, bien sûr. Et ça, des pressions contradictoires, c'est pas évident et ça peut conduire à des drames, hein. Pensez au Dieselgate chez Volkswagen ou l'équivalent chez d'autres, constructeurs, avec y compris des suicides d'ingénieurs. Un ingénieur Dieselgate, peut-être en 2 mots pour si Oui, certains ne cette connaissent affaire pas dans cette affaire. l'automobile où les patrons étaient tellement autoritaires que les ingénieurs, se rendant compte que les objectifs qu'on leur demandait d'atteindre en dépollution n'étaient pas atteignables, ont préféré mentir et tricher plutôt que de le dire. Bah, si vous arrivez là dans une organisation, c'est dramatique. Si on peut même plus, en tant qu'expert, dire: «Les gars, vous êtes gentils, mais là, c'est pas possible, hein». Si ça n'est pas entendable ça, parce que le patron a décidé que si, ce serait possible, et puis il y a de la compétition, il y a tout ce qu'on voudra. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais voilà, ça, c'est redoutable. Alors évidemment, dans les styles de leadership, on peut imaginer qu'être très exigeant a de bonnes propriétés. Vous voyez, il y a des chefs d'orchestre qui trouvent que tant qu'ils n'ont pas fait pleurer 3 fois le premier violon, il n'a pas donné son maximum. Si vous avez vu Whiplash, le film avec l'histoire de ce jeune batteur, c'est la même chose. Il y a une vieille publicité pour les glaces Gervais qui met en scène Charles Gervais, pâtissier, et il est absolument infâme. Il n'est pas sympa, il est autoritaire, il est cassant, il dit jamais merci, c'est jamais bien. Mais le slogan, c'est Charles Gervais, il est odieux, mais c'est divin. Ah, oui, D'accord. En management, c'est intéressant à méditer, ça. Il est odieux, mais c'est divin. Jusqu'à quel point il faut être sévère pour que les gens donnent le max, et à partir de quel point c'est contre-productif, inhumain, amoral, et tout ce que vous voulez. Et donc, finalement, le management, son côté, entre guillemets, éternel, il est là-dedans. Il est dans le genre de discernement qu'il faut avoir entre toutes ces variables-là. Et puis après, il y a une espèce de dialectique sur les méthodes, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est trop sur la technique rationnelle, ben, dans les années 90, on va se remettre à vous parler de culture. Voyez, on a une approche trop, processus d'apprentissage, l'entreprise apprenante dans les années 80-90, et tout d'un coup, on voit apparaître le knowledge management. Alors, quand vous voyez apparaître un terme anglais, c'est qu'en général, ça désigne la façon à la mode de faire quelque chose qu'on faisait déjà, qui s'appelle la gestion des connaissances. D'accord. Et simplement, c'est à prendre au sérieux quand même, parce que si tout d'un coup, on se met à parler de gestion des connaissances, beaucoup, c'est qu'on avait un problème de gestion des connaissances. C'est comme quand arrivent les méthodes agiles. Les méthodes agiles, dans les années 90, elles viennent d'abord dans l'informatique, pour programmer plus vite, différemment, avec des prototypages, etc., avec tout un vocabulaire, hein, la notion de Scrum, qui veut dire la mêlée en anglais. Donc, vous voyez bien que du point de vue management-organisation, si on fait des mêlées, ça veut dire quelque chose du point de vue de comment on discute, et puis après, hop, la mêlée, on en sort, et puis on essaie d'aller marquer un essai, en quelque sorte. C'est là que peut apparaître aussi du jargon sur les méthodes agiles. Vous pouvez entendre quelqu'un qui dit j'ai montré mon backlog au product owner, il faut qu'on refasse un run parce que le Scrum de la dernière fois, c'était pas top. D'accord. Bien sûr. Alors là, c'est du jargon technique qui se justifie parce que la méthode, elle emploie ce vocabulaire-là, mais des fois, ça jargonne pour rien, hein, en management. Bon. Donc, on est dans tout ça en même temps.
Et voilà, c'est pas évident, mais il va quand même falloir apprendre à freiner collectivement. Donc, il y a des enjeux de coordination qui sont juste incroyables. Vous avez vu comment on est passé des grands courants du management au XXe siècle. Sans vraiment que je pose la question, on est arrivé très vite au management et au modèle dominant d'aujourd'hui et à ces dérives que vous nous avez posées et qu'on pourrait en faire une conférence. Et d'ailleurs, on a très souvent parlé des conditions de travail et de la dégradation des conditions de travail ici à Citeco. Ce que j'entends, vous parlez de discernement, j'entends aussi, c'est jamais pareil, une méthode de management, et j'entends aussi, il faut en permanence rééquilibrer, et puis peut-être rééquilibrer par rapport aux tendances que vous avez décrites, mais aussi rééquilibrer par rapport aux technologies qui font que le travail change. Et donc, bien évidemment, vous avez commencé à parler du management de demain. Moi, je vais ajouter l'IA. Comment est-ce qu'il y aura une conférence le 8 février sur le management de demain exclusivement, mais peut-être qu'on peut commencer à en brosser quelques pistes et puis voilà, pour poursuivre la réflexion. Oui, ma collègue Sonia Adam-Le Dunois fait la conférence le 8. Et elle aura essayé une entrée, elle, par la science-fiction, parce qu'elle a beaucoup travaillé là-dessus, donc revenez. Celle du 25 va être formidable aussi, janvier. Sur le bonheur au travail. Je me suis amusé à demander à une IA générative, pas longtemps, pour pas consommer trop d'électricité, Merci. ce que ce serait le management en 2050. D'accord. Et l'IA m'a sorti un tas de trucs un peu bisounours, du style entreprise libérée, management bienveillant, enfin tout un tas de trucs de ce genre. Bon. Métier en renouvellement permanent, ajustement, enfin c'est beau comme une aimable science-fiction. Et puis je lui dis quand même, c'est peut-être un peu optimiste tout ça, non? Le management, il a aussi une face sombre, il y a aussi des trucs pas beaux. Et il me dit, alors la petite courbette habituelle de ces IA-là, vous avez raison, le management a aussi une face sombre, et paf, il m'énumère un tas de trucs vraiment très dystopiques et très moches, et qui pourraient arriver en 2050, domination, conditions de travail extrêmes et tous ces trucs. D'accord. Je dis, bon, tu es une vraie girouette finalement. Je te pose une question dans un sens, tu me dis, enfin, pas dans un sens, je te pose une question, et puis ensuite tu me dis le contraire. Bon, donc, ça aide pas beaucoup de regarder finalement ce qui a pu s'écrire, sauf quand même certains travaux récents sur le futur du travail. Mais voilà, on est sur des évolutions qui sont problématiques de plusieurs façons. On voit apparaître, par exemple, la notion d'expertise de l'inconnu. Ça veut dire qu'on commence à former des gens qui maîtrisent des méthodes de créativité, d'innovation, qui permettent d'explorer l'inconnu encore plus qu'avec les méthodes qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Renault, la SNCF ont mis en place des filières d'expertise de l'inconnu, par exemple. On vous parle de patrimoine de création. Une thèse récente à l'école des mines qui a été faite chez Dom Pérignon, où on s'est demandé comment ces grandes entreprises du luxe, avec toutes leurs traditions, peuvent néanmoins innover tout en respectant leur patrimoine et la partie patrimoine de création de leur patrimoine. Sur l'IA, bien malin qui peut prédire des choses, mais en tout cas, ça va vite. Ça, on peut dire que ça va vite. Mais les transitions contemporaines, elles ont une particularité, c'est que toute solution ouvre de nouvelles questions qui sont presque aussi redoutables, sinon plus. Vous voyez, on dit voiture électrique, oui, c'est mieux que rien en attendant, mais on sait déjà que le bilan n'est pas complètement positif. On n'a pas forcément les ressources pour les multiplier. Exactement. Sur l'IA, on vous raconte que grâce à l'IA, on va encore optimiser davantage, par exemple, la distribution d'électricité le jour où tout le monde sera aussi petit producteur et rechargera sa voiture électrique le soir. On vous dit, j'ai entendu ça, l'ordinateur quantique permettra de faire ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui pour optimiser les périodes de pointe quand des millions de personnes brancheront leur voiture à la prise le soir chez eux. Non, mais c'est encore de l'optimisation. Vous voyez ? Si on pense robustesse, si vous lisez la bande dessinée qui s'appelle Ressources de Philippe Biwix et de son collègue dessinateur, il vous explique qu'en gros, il faut, dans l'idéal, raisonner sobriété, low-tech, donc plutôt des technologies simples, frustres, robustes, et discernement technologique, c'est-à-dire l'IA, oui, mais il faut qu'on soit raisonnable, on va peut-être s'en servir pour certaines choses, la santé, des choses comme ça, et peut-être pas pour d'autres, vous voyez. Tous nos jeunes dans les universités qui disent tiens, j'ai la mémoire à rendre pour demain, allez hop, un petit coup de chat GPT, ils apprennent rien quand ils font ça. De toute façon, le résultat, il est fade. Et puis nous, on s'en rend compte. Sauf si on fait corriger nous aussi par chat GPT.
Il paraît qu'il y a des gens qui font ça, auquel cas, ça ne veut plus rien dire, hein. Ça boucle à l'extérieur de nos cerveaux. Donc, ça, c'est juste ridicule. Mais il y a aussi de l'absurde dans le monde contemporain. Donc, il faut entretenir cette vigilance-là. Et de notre côté, une partie de nos étudiants, et tant mieux, n'ont plus envie d'aller bosser dans certains endroits, ni à faire certains types de jobs. En tout cas, moi, mes étudiants en management de l'innovation, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de contribuer à changer le monde ou à le faire évoluer comme il faut. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations où on peut toujours se poser des questions sur comment le management pourrait être encore meilleur, sauf que les chocs qu'on est en train de se prendre vont peut-être faire que la question ne sera pas directement là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait et comment on s'organise. Moi, une petite formule qui dit on pourrait peut-être s'inspirer des jeux massivement multijoueurs, vous savez, World of Warcraft, Assassin's Creed ou ces jeux-là, où il y a des millions de personnes qui peuvent être connectées en même temps. D'accord ? Donc, par analogie, on sait bien que si on veut avancer, il faut qu'on se coordonne à beaucoup. Et en management, les réponses qu'on a, elles marchent. Se coordonner à 30, 300, 3000, 30 000, 300 000, ça va. Mais se coordonner à plusieurs millions ou même milliards, c'est compliqué. Et c'est là qu'on passe à des niveaux, et je vais m'arrêter là, plus gouvernementaux, planétaires, internationaux. C'est-à-dire que des organismes qui essaient de coordonner, il y en a plein. L'UNESCO, l'ONU, l'OTAN, le G20, et voilà, et on passe notre temps, les ambassades et tout ça, à se coordonner. Et donc, on va peut-être aussi quitter le moment où on avait du management une vision étriquée sur le thème, c'est des méthodes qui viennent du privé, pour se dire non, c'est bien plus que ça, c'est bien plus simple et bien plus sophistiqué que ça, et il faut juste tirer quelques leçons et les partager, que ce soit à l'ENA Nouvelle Formule ou dans nos formations à nous en management et partout, pour dire finalement, c'est une technologie et une humanité, donc enseigner le management, c'est enseigner les meilleures techniques, mais c'est aussi finalement faire un cours d'instruction civique, c'est transmettre des valeurs. Et c'était idéal pour amener la dernière question que je voulais vous poser en guise de conclusion, parce que l'heure tourne et je voudrais que vous puissiez poser des questions. Finalement, on l'a dit dès le début, le management, c'est pas spécifique à l'entreprise. Et là, vous venez naturellement sur le gouvernement, l'État, le politique. Est-ce qu'effectivement, cette réflexion sur le management ne doit pas quitter la sphère purement économie, organisation du travail pour aller s'étendre? Et c'est peut-être ce que disaient ces pionnières du management dont on parle dans l'exposition, que finalement, ça touche toutes les sphères de la société. Oui, si vous prenez Mary Parker Follett, lisez le panneau là-haut, hein, vous saurez mieux qui c'est, mais c'est quelqu'un qui était à la fois militante et travailleuse dans des associations autour de Boston d'accueil des migrants, et qui avait aussi un réseau de connaissances parmi des patrons assez progressistes d'entreprises. Et elle se rendait compte que les problèmes étaient un peu les mêmes des deux côtés. Et elle est connue notamment pour avoir dit, mais la résolution de conflits, c'est important, il faut qu'il y ait des conflits. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, les gens aujourd'hui qui vous disent une entreprise idéale, c'est il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, on appelle le Chief Happiness Officer, et puis tout va bien. Ça, c'est juste du bullshit, d'accord même si on peut imaginer des Chief Happiness Officers qui fassent du bon travail. J'ai perdu le fil, du coup, ça m'apprendra à faire des divergences. Ben oui. Sur le fait que vous étiez parti sur cette pionnière du management qui parlait de des deux sphères. Merci, désolé. Donc, Mary Parker Follett dit le conflit, on peut le régler soit par domination, on impose, soit par compromis, on négocie, soit par intégration, on invente des choses qui vont satisfaire tout le monde. Vous voyez ? Ça, c'est assez vertueux. Son livre de 1924 s'appelle Expérience créative. Et elle dit ce genre de choses. Elle dit ce genre de choses. Bon, ça, c'est des leçons de management, mais c'est des leçons de citoyenneté, c'est des leçons pour tout le monde. Vous voyez ? Alors, on pourra toujours dire oui, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est autrement plus complexe, le milieu où j'interviens, mon cher collègue, etc., que ce soit une grande entreprise, un gouvernement. Oui et non. C'est-à-dire, quelque part, le management, c'est une sorte d'infrastructure de l'action collective. C'est le soubassement. Si vous pensez conflit constructif et résolution par intégration, c'est une attitude générale que vous pouvez avoir. Ça veut dire que vous allez écouter avant d'être péremptoire. Ça veut dire que vous allez organiser des conversations. Vous voyez ? Comment on va organiser aujourd'hui des conversations à des millions de gens pour arriver à des propositions partageables ? Et c'est là où on est tous, du coup, managers. Exactement. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Je pense qu'on pourrait encore continuer pendant 1 heure, 2 heures. Mais si vous voulez poursuivre la réflexion, effectivement, n'hésitez pas à monter aujourd'hui ou un autre jour, voir cette exposition dont Albert David a supervisé l'installation et le contenu. Ce que je vous propose, c'est de lever la main si vous avez des questions, et puis on essaiera d'en prendre un certain nombre, voilà, pour suivre vos réflexions. Alors, il y a un doigt qui se lève là en rouge, et puis une autre main qui se lève ici après. Merci. C'est bon. Oui, bonjour. Quid de l'auto-organisation? Donc, justement, basé sur la responsabilité individuelle, justement, vous avez mentionné l'informatique. On a parfois des équipes formées d'experts, donc qui connaissent déjà très bien leur technique et qui connaissent très bien aussi le processus, la méthode. Et en fait, on s'est rendu compte que ce type d'équipe, petite équipe, arrive à s'autogérer tout seul. Ils arrivent à fonctionner en Scrum, par exemple, sans management. Est-ce qu'il y a d'autres points? Sans manager, mais pas sans management. D'accord? Ils se managent eux-mêmes, c'est tout. Vous avez parfaitement raison. Au moins pendant un certain temps, c'est tout à fait possible. Et évidemment, vous pouvez imaginer même des petites entreprises qui se créent sur des modes très égalitaires, où on est une équipe de 5-6 et il n'y a pas vraiment de chef, où ça tourne, où chacun s'ajuste et prend la place. On est un peu sur ce modèle conception-réalisation en même temps, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est de l'ajustement mutuel permanent, et le groupe lui-même est à la fois dans l'exécution, dans la conception, dans la stratégie, etc. Il y a quand même des moments où c'est bien d'avoir des regards extérieurs pour être sûr qu'on ne va pas se fixer et ne plus voir ce qu'on devrait voir. Voyez, il y a aussi des fois où le groupe autogéré a un certain nombre de compétences, mais pas toutes. Si je prends un exemple plus ancien comme l'affaire LIP dans les années 70 à Besançon, dans l'horlogerie, les ouvriers ont eux-mêmes relancé l'usine et géré l'ensemble des choses. Le fameux slogan de LIP, on fabrique, on vend, on se paye. Et si vous voyez les documents de l'époque, la première fois que les ouvriers se versent la paye eux-mêmes, il y en a qui pleurent. D'accord? Donc il y a un vécu, c'est assez incroyable. Alors, selon votre bord politique, vous compatissez ou au contraire, vous trouvez que bon. Mais voilà, d'ailleurs, les gouvernements se sont arrangés pour que ça ne dure pas, cette affaire-là, hein, à l'époque. Des fois que l'autogestion, ça fonctionne, ce serait dommage. Bon. Donc, sauf qu'au bout d'un moment, il fallait quand même qu'il y ait les ingénieurs pour concevoir des nouvelles montres, vous voyez. Donc voilà, donc oui, et en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de manager qu'il n'y a pas du management, simplement il est réparti chez les gens, d'accord? Les notions d'entreprise libérée, d'holacratie, tout ça, ça va dans ce sens-là. Il y a, comme vous dites, des contextes. Les méthodes agiles, c'est né dans la programmation informatique, c'est pas par hasard, même si après ça a migré vers d'autres domaines. Et si ça arrive à ce moment-là, c'est qu'il y avait probablement un excès. Si tout d'un coup on se met à parler de méthode agile, c'est qu'on était pâteau. Vous voyez, voilà, donc c'est cette dialectique que j'évoquais tout à l'heure. Oui, bonjour, j'ai été consultant en management, donc je sais. Et Pierre Desproges disait un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le ressort technologie contre l'humain, c'est parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans la durée. On ne sait pas combien de temps on va être en poste. Et donc, généralement, on applique une méthode parce que ça a toujours été fait comme ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut être ministre un jour, mais on sait qu'on va disparaître sous une censure. Mais par contre, l'administration sera toujours là, quoi. Voilà, en gros, je fais une analogie. D'accord. Donc, votre question, c'est sur quoi? C'est sur la durée. Pardon, excusez-moi. La durée. C'est l'inscription à la durée qui empêche justement le côté humain. C'est-à-dire que moi, dans mon expérience, quand j'arrivais sur un projet, j'essayais d'être le plus sympa possible. Et puis à un moment, je disais, bon, bah, c'est comme ça, et puis ça ne sera pas autrement. Il y avait l'efficacité qui primait. Voilà. Oui. Alors, la gestion du temps, on pourrait y passer des heures, hein, vous avez raison, c'est tout à fait fondamental. Il y a plein de façons d'aborder cette question-là. Juste un ou deux points en écho à ce que vous dites. Fayol, dans son livre de 1916, disait « Il vaut mieux des chefs moyens qui restent que des chefs brillants qui ne font que passer ». D'une certaine façon, ça veut dire que des chefs moyens, ils peuvent progresser, ils peuvent apprendre dans la durée, s'améliorer, prendre le temps de la profondeur de l'apprentissage.
Arthur Lockman, dans son bouquin sur la vie solide, Lockman, il est philosophe et charpentier. Et il vous explique que l'innovation, c'est bien, mais si ça fait changer trop souvent, les gens n'ont plus le plaisir de peaufiner un geste technique, ce qui peut prendre des années avant de savoir faire très très bien quelque chose. Si vous l'appliquez au management, qu'est-ce que c'est qu'un geste technique en management? On peut poser ça, même votre façon de diriger, comme vous dites justement, on essaye un style, puis ça marche pas, donc on essaie d'évoluer, de changer, et en même temps, si on a affiché un côté sympa au départ ou trop sympa, les gens ne comprennent pas tout d'un coup pourquoi vous vous fâchez, d'accord? Donc il y a des gens qui vous disent non, non, il vaut mieux avoir l'air très sévère au début et s'adoucir après, le style sévère mais juste, le style il gagne à être connu. Vous voyez, donc il y a un tas de leçons de l'expérience qui touchent cette question de temporalité. Dernière chose, c'est clair qu'on peut s'interroger sur ce que peut faire un ministre qui arrive sur un périmètre. Pour prendre l'éducation nationale, il y a eu quand même pas mal de ministres depuis 2 ans. Donc, on peut dire c'est pas possible qu'il soit compétent et qu'il puisse faire quelque chose, ou on peut dire de quelle nature est le système de sorte que ce soit viable, et on retrouve ce que vous dites sur le fait qu'en dessous, il y a l'administration qui travaille. Vous pouvez toujours faire un tas de changements au-dessus, le métro continue à rouler, les comptables continuent à payer les factures, etc. Donc, c'est une autre façon de considérer la question de pas de hiérarchie, sinon pas de management, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités, entre guillemets, routinières, qui heureusement continuent. Et au passage, il ne faut pas oublier de remercier ces gens-là parce qu'on fait tellement de focus sur l'innovation que pour un peu, on ne réalise pas que le monde marche parce qu'il y a un tas de gens qui font tous les jours les soubassements nécessaires. Oui, donc sur le temps, vous avez raison, on n'a pas trop le temps là pour le coup de développer beaucoup plus. Il y a aussi des logiques de carrière. Dans la fonction publique ou les organisations publiques, la tradition, c'était, vous allez à la SNCF, par exemple, tous les 3 ans, vous changez de région. D'accord? Et c'est la carrière, elle est faite comme ça. Il y a aussi des incitations à ne pas trop être audacieux. Vous savez, la GRH, en 3 temps, pas de vague, pas vu, pas pris, et après moi, le déluge. D'accord? Si c'est ça, alors, bon, c'est comme ça à certains moments, à certains endroits, et pas partout. Hein. C'est facile d'avoir l'air comme ça de critiquer, mais il n'empêche. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, je suis un chercheur très terrain, moi, donc on accompagne des entreprises sur des projets de transformation, comme certains consultants, et il y a des gens qui m'ont dit, Monsieur David, oui, on est convaincus, ce qu'on a discuté ensemble là, et ce que vous nous proposez à partir de tout ça, c'est ça qu'il faut faire. Mais je vais vous dire, moi, si je fais comme on fait d'habitude, dans 6 mois, j'ai ma promotion. Vous voyez, donc, quelque part, la question devient de quelle façon votre organisation vous autorise à être audacieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un management quelquefois un peu plus instinctif et un peu moins extinctif, pour le dire comme ça? Alors attention à l'instinctif, parce que certains grands chefs se croient tellement instinctifs qu'ils ont raison en dehors de toute rationalité. Un certain nombre de grands dirigeants aujourd'hui, notamment côté américain, peuvent poser certaines questions, on va dire. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir si il y a des cultures ou des pays qui sont meilleurs en management que d'autres. Merci pour cette question. On n'a pas abordé effectivement. Dans les années 80, il y a 2 collègues américains, Pascal et Athos, qui ont écrit un bouquin qui s'appelait « Y a-t-il un art japonais du management ?» Et la conclusion du bouquin, c'était qu'il y avait un art du management, mais il n'y avait pas d'art japonais du management. Sauf que, quand vous lisez bien le bouquin, il vous explique quand même qu'il y a des effets de contexte. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays où la distance hiérarchique vécue est très importante, très verticale, par rapport à d'autres où c'est plus horizontal, par exemple, le management, il va s'incarner différemment. Vous avez aussi des moments où votre culture pourrait être mieux adaptée à un certain nombre d'enjeux. Je reste un instant sur le Japon. Comme vous le savez, dans les années 90, les Japonais se sont mis à être très compétitifs, et c'est rien de le dire, dans l'industrie manufacturière, automobile, photographie et d'autres secteurs. Et en gros, pour simplifier, on disait à l'époque qu'ils faisaient pour 25% moins cher une qualité supérieure. Résumé à gros traits de cette façon. Et il y a des gens qui se sont demandé quelles étaient les caractéristiques de cette culture qui faisaient que peut-être ils étaient plus à l'aise
dans certains processus plus transversaux, parce qu'à l'époque, on a dit, les gars, c'est trop long, là, le temps de conception d'une voiture en Occident. 5-6 ans pour concevoir la prochaine voiture, c'est trop long. Les Japonais font 3-4 ans. Bon. Et c'était intéressant de voir les métaphores qui étaient utilisées par certains consultants ou managers pour motiver leurs troupes. Ils disaient, les gars, il faut passer de la course de relais au pack d'avant de rugby. D'accord? Donc, vous voyez, la course de relais, c'est facile à comprendre. Vous faites un bout du boulot, quand c'est fini, vous passez au suivant, etc. Pack d'avant de rugby, tout le monde court en même temps et on se passe la balle. On a appelé ça ingénierie concourante. Littéralement, concourante, d'accord? Dans les années 90. Bon, donc, il a fallu trouver un tas de façons pour aller plus vite, rester efficace, etc. Et rappelez-moi la fin de la question. Oui, la culture, voilà, pardon. Et vous étiez parti de la culture Voilà, japonaise. c'est ça. Donc, la réponse, c'est que vous pouvez avoir à certains moments des cultures qui se trouvent proposer des choses qui sont compétitives parce que c'est le moment, sans qu'il y ait au départ une culture du management qui soit spécifique. On peut ajouter aussi qu'il y a une culture internationale des affaires. J'ai des collègues qui ont écrit un article récemment sur des managers indiens qui sont allés se former en MBA aux États-Unis ou à l'INSEAD ou ailleurs en Europe et qui sont revenus en disant maintenant qu'on a un MBA et qu'on a le vocabulaire qu'il faut, on est respecté. On est reconnu comme manager dans notre propre pays, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, quelque part, il y a les habits du manager aussi, y compris le vocabulaire, y compris une certaine culture internationale, anglo-saxonne, hein, majoritairement, qui fait que voilà, ça produit des effets comme ça. Dernière chose, il y a un tas de cultures qu'on n'a pas ou pas assez étudiées. Dans certains cas, parce qu'en tant qu'historien du management, vous dépendez aussi de ce qui aurait été documenté. Si ça ne l'a pas été ou si c'est des cultures orales, c'est plus compliqué. Mais j'ai des conversations avec certains de mes collègues d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale. Et dans leur tradition à eux, on trouve, mais c'est vrai aussi en Asie, en Océanie, partout, vous allez trouver une série de mots qui désignent des dispositifs sociaux qui ont des résonances managériales et qui vont correspondre à des façons de considérer la discussion, la décision, etc., différemment. Donc, on va trouver peut-être là des techniques dont on peut s'inspirer, et puis des façons de considérer les choses. Mais évidemment, si vous faites allusion à, supposons, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais un peuple historiquement qui était câblé pour ne rien décider qui puisse nuire à la nature, et ça c'était le logiciel de base, vous avez plus de chances de ne pas dépasser les 1,5 degré, que si, comme disait Schumpeter, vous avez un système capitaliste qui ne peut pas être stationnaire et dont le moteur s'appelle l'innovation. Bah, si c'est ça, on a un problème. Voilà, il faut changer le moteur, ou il faut changer le carburant, ou il faut changer le système, je ne sais pas. Mais il va bien falloir que ça se fasse d'une façon ou d'une autre. Une autre question? Peut-être une dernière question? Bonjour, merci pour la conférence. C'était juste par rapport à ce que vous avez, enfin, que la structure, on va dire, de celle-ci. C'est-à-dire qu'on a commencé par montrer que le management était partout, puis ensuite il y a eu de la théorisation avec l'OST, le POC, et enfin tout ce genre de choses, le management participatif. Et j'ai l'impression que depuis, il n'y a pas eu beaucoup d'implication de la théorie, en tout cas dans la pratique, à part quelques exemples que vous avez cités, donc les mines Paris par exemple avec l'innovation et la méthode CK ou ce genre de choses. Mais je sais pas, vous, en tout cas, en tant que chercheur qui travaillez ensemble sur de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, si vous le percevez comme tel ou non. Il y a un tas de cours qui s'appellent Théorie des organisations à l'université et qui font un panorama des théories des organisations. En management, les exemples que j'ai cités, mais j'ai regardé un peu historiquement qui était à l'origine des grandes inventions, des grands progrès, entre guillemets, de management. C'est rarement l'académie toute seule. Si elle est présente, c'est en partenariat avec des managers, des industriels, des consultants. D'accord ? Taylor, il n'était pas prof d'université. Fayol non plus. Kurt Lewin, oui. Plus près de nous, si vous prenez des méthodes de contrôle de gestion comme le tableau de bord équilibré, Balance Scorecard, 1992, Kaplan et Norton. Kaplan est prof à Harvard, Norton est consultant.
D'accord? Et des cas comme ça, vous en avez plein. Le business model Canvas, Ichpinier est prof en Suisse et Osterwalder est un peu prof et un peu consultant. Bref, donc, quand vous regardez, j'ai écrit un article là-dessus il y a longtemps dans la Revue française de gestion, quand vous regardez historiquement, les grandes inventions, elles viennent de groupes qui peuvent être composés de diverses façons, mais qui sont tous sur le terrain en train d'expérimenter des trucs. Donc, pour moi, le bon point d'entrée, c'est qui est sur le terrain pour expérimenter quoi et qui peut devenir quelque chose d'intéressant. Évidemment, on peut faire de la pure, entre guillemets, théorie et essayer de vendre des idées, des slogans, des choses comme ça. Hein. Vous avez un exemple avec Future of Work, par exemple. C'est un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps par quelques grands consultants. Et puis, ils se sont rendus compte c'était difficile de transformer ça en offre pour des clients. Donc, le Future of Work, vous avez des monsieur ou des madame Future of Work chez différents grands consultants qui ont accumulé un tas de connaissances là-dessus. Mais pour autant, est-ce que ça va devenir quelque chose de concret, méthodique, etc. Il y a toujours dans une théorie un pied dans le terrain et dans C'est le ça. concret et dans le pratique. Kurt Lewin disait il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Pour reprendre la citation de Desproges autrement. Parce que lui, finalement, il a fait quoi, Lewin? Il a étudié comment on peut changer les choses concrètement sur le terrain. Il a commencé par s'attaquer à des préjugés sociaux, du style pourquoi des voisins blancs déménagent quand des voisins noirs s'installent dans l'Amérique plus raciste qu'aujourd'hui des années 30. Pourquoi est-ce que des gens très pauvres n'achètent pas de viande alors même qu'ils pourraient quand même acheter des bas morceaux à la boucherie, mais quand même ils ne les achètent pas. Et donc il se rend compte qu'il faut bosser sur le groupe, pas sur chacun. Sauf qu'après, il applique ça en entreprise. Il a diverses occasions de le faire. Et il se rend compte que finalement, pour changer les choses, il faut d'abord dégeler la situation, ouvrir, donner des marges de manœuvre. Ensuite, on teste des trucs. Puis quand ça marche, on regèle temporairement. D'accord? Donc là, vous avez un certain nombre de démarches pratiques qui vont donner une théorie, un modèle générique du changement, qui est le modèle canonique, hein, unfreeze, change, refreeze. On dégèle, on change, on regèle. Pour les théories CK, Armand Hatchuel a proposé, CK, c'est une théorie du raisonnement de conception. C'est une axiomatique formelle, c'est très, très simple, assez puissant, et c'est des mathématiques, des ensembles derrière. Mais en soi, c'est une axiomatique, ça, c'est une théorie, c'est pas une méthode. Et nous, on a pris ça et on a développé des méthodologies pratiques de la grande famille du design thinking, on va dire, les méthodologies dites des KCP, comme application pratique de ça. Donc, je dirais, pour ne pas être trop long dans ma réponse, il y a toujours des imbrications originales, théorie pratique, soit qu'on ait d'abord une idée de théorie du type CK, par exemple, ou une intuition comme Argyris Session dans les années 70 de qu'est-ce que c'est qu'une organisation apprenante et le concept d'apprentissage en double boucle. Et une fois qu'on a ça, ça donne des possibilités d'aller sur le terrain pour voir des choses autrement. Et dans d'autres cas, il se passe des trucs sur le terrain. Par exemple, on a beaucoup étudié dans les années 90 comment Tefal était une boîte innovante à l'époque. C'est en regardant comment bossait Tefal qu'on a inféré un modèle plus général de dynamique de l'innovation dans les organisations. Et avec ce modèle-là, on a pu en regarder d'autres. Par exemple, on s'est rendu compte qu'Edison, fin 19e, début 20e, fonctionnait déjà comme une organisation orientée machine à invention, en quelque sorte. Merci beaucoup pour vos questions, pour cette discussion. Pour votre attention aussi, c'est important de le souligner. En quelques mots, je vous rappelle les quelques dates qu'on avait données. Donc, il y a donc l'exposition Allez hop au travail que vous pouvez aller voir. Si vous voulez l'approcher d'une manière un peu plus ludique, le 25 janvier, vous pourrez participer à un jeu de rôle interactif. Vous serez plongé en fait pour incarner différents rôles au sein d'une entreprise, pour manager. Voilà, vous pourrez être dans un restaurant, dans une start-up, dans une firme internationale. Et puis, j'oublie pas, voilà, j'arrive à tourner ma feuille. Donc, les prochaines conférences dont on vous a parlé, le 25 janvier, ce sera sur le bonheur au travail et le 8 février, on en parlait sur le management de demain pour poursuivre cette réflexion. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Merci.